L'objectif du TD était de comprendre comment les magmas se forment au niveau des zones de subduction, expliquant ainsi la diversité des roches magmatiques. Alors vous avez donc le premier document qui nous montre la position des roches magmatiques dans les Andes au niveau du Pérou central. Nous constatons qu'il y a une diversité de roches, effectivement, puisque nous avons de l'andésite, de la diorite, de la rhyolite et du granit, ayant donc des textures différentes. Il s'agissait d'établir un lien entre les textures des roches et leur localisation sur la carte et la coupe de la zone andine. Nous constatons que l'andésite et la rhyolite sont deux roches microlithiques que l'on trouve en surface, et que la diorite et la granite sont des roches grenues que nous trouvons en profondeur. Or, vous le savez, ces textures s'expliquent par une vitesse de refroidissement différente. Donc l'andésite est une roche qui s'est refroidie rapidement. Elle présente donc des phénocristaux et des microlithes. Quant à la granodiorite, qui possède une texture grenue, elle s'est donc formée en profondeur. Qu'est-ce qui va différencier ces roches? Eh bien, je vous demandais d'identifier les minéraux hydroxylés présents dans les roches. Vous avez au cours du TP précédent identifié la hornblende comme étant un minéral hydraté, possédant ainsi le groupement hydroxyle. Vous constatez dans la formule chimique qu'il y a effectivement le groupement hydroxyle, mais également dans la biotite. La biotite est un minéral hydraté. Alors, le magma contenait donc de l'eau. Alors, peut-on identifier alors la roche qui a fondu et qui est à l'origine du magma? Eh bien, si on regarde le document B, page 234, nous avons récupéré des fragments qui sont remontés par les volcans des zones de subduction. Si l'on compare ainsi cette péridotite à celle récupérée au niveau des volcans de Point Chaud, on constate l'apparition de deux minéraux, la phlogopite et l'amphibole. Phlogopite et amphibole ont dans leur composition chimique des groupements hydroxyles, donc ce sont des minéraux hydratés. Alors ça veut dire que la péridotite du manteau de la plaque chevauchante est hydratée, donc que le magma provient de la fusion de ce manteau. Nous allons aller plus loin maintenant pour comprendre quelles sont les conditions de sa fusion. Alors, vous voyez ce graphique de diagramme de phase des péridotites que nous avons déjà utilisé pour expliquer la formation de la lithosphère océanique. Vous constatez que le solidus ici est décalé vers la gauche par rapport au solidus d'une péridotite anhydre. Donc ça veut dire que la fusion pourra se faire à des températures inférieures à celle d'une fusion au niveau des dorsales. Si je rajoute le géotherme sous la fosse en tenant compte des températures qui me sont données dans la coupe au-dessus, j'obtiens donc ce géotherme et il croise le solidus de la péridotite hydratée pour deux points, les points B et C. Ça veut donc dire que c'est dans ce secteur en hachuré que la péridotite pourra fondre partiellement, c'est-à-dire entre 100 et 160 km de profondeur. Donc nous avons ainsi compris comment, à partir donc d'une péridotite hydratée, nous avons ainsi une formation de magma à l'origine de ces roches. Mais comment expliquer la diversité des roches observées? Alors c'est un peu délicat. Pour expliquer simplement, on peut simplement dire que les minéraux se forment à des températures différentes et qu'au fur et à mesure de leur formation, le magma s'appauvrit en certains éléments chimiques. Ce qui fait qu'il va y avoir ainsi différentes roches ayant une composition plus ou moins importante, notamment en silice. Et cette silice déterminera d'ailleurs le caractère explosif du magma et donc du volcan. À savoir que la rhyolite est une roche riche en silice, c'est une des dernières roches qui se forment avec un magma appauvri et donc enrichi, lui, en silice. Voilà, il nous restera à voir maintenant l'origine de l'eau
qui hydrate la péridotite.